Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre cours Linux. Dans cet épisode, on va voir la gestion des processus et des services. Une petite précision déjà sur ce qu'est un processus. Un processus, c'est extrêmement simple, c'est un logiciel qui est en cours d'exécution. Quant aux services, eux, ce sont des processus qui tournent en arrière-plan. Sous Linux, les services, on les appelle des daemons. Ils sont facilement identifiables parce qu'ils terminent souvent par la lettre D. On verra un peu plus tard à quoi ça ressemble. Avant de voir à quoi ça ressemble, on va tout simplement installer un nouveau service, un nouveau processus. Et ce service, ça sera OpenSSH. Donc on va faire un sudo apt-get install OpenSSH-server. On va lui donner notre mot de passe et on va accepter pour l'installation. Et voilà, c'est terminé. OpenSSH, c'est un service, et pour la gestion de nos services, on va utiliser une commande qui s'appelle systemctl. Donc, on vient d'installer OpenSSH Server. Par défaut, il n'est pas encore démarré. On va le démarrer grâce à la commande systemctl. On va faire un systemctl start SSH. Il va nous demander notre mot de passe, on va lui donner. Et là, pas de message d'erreur, donc a priori tout s'est bien passé. On va juste changer le start en status pour voir le statut actuel du service SSH. Donc là, il nous parle du service SSH, il nous donne quelques informations, on voit qu'il nous donne la documentation, on peut faire un man de SSHD, et que la configuration se retrouve dans SSHD. Donc tout à l'heure, je vous disais, les démons Linux finissent par un D, on le voit ici, SSHD. Il nous parle également du PID. Le PID, c'est le Process Identifier. Donc c'est un numéro qui est donné à chaque processus sur le système. Maintenant, si jamais on éteint notre ordinateur, le processus de SSH ne se relancera pas. Si on veut qu'il se relance, on va devoir faire un systemctl enable SSH. Donc systemctl enable, il va nous permettre de faire en sorte que SSH démarre avec le système d'exploitation. Avec systemctl, on peut voir la liste de nos services. Hop, il n'y a pas de moins, c'est list-units -type égale service. Donc avec cette commande, on va dire à systemctl de nous afficher tous les services de notre système d'exploitation. Au même titre qu'on a tout à l'heure démarré le service avec systemctl, avec systemctl start, on va pouvoir utiliser systemctl stop pour fermer le service. Il va encore nous demander notre mot de passe, et là si on fait un statut après l'avoir stoppé, il nous dit que le service SSH ne tourne plus. On a à la fin les journaux du système qui nous dit stopped OpenBSD Secure Shell Server. Donc il a bien stoppé notre service SSH. Alors je vais le relancer, donc je vais refaire un start et je vais refaire mon statut pour vérifier. Ok, donc là on voit que le PID a changé, c'est 114491, donc c'est normal qu'il change. Il faut savoir que, comme je vous disais, tout est fichier sous Linux, donc si on va dans /proc, on aura ici tout un tas de dossiers, et ces dossiers on va voir qu'ils contiennent tous les PID. En fait on a un dossier par PID. Donc là notre dossier c'est le 114491, on va essayer de le trouver. 114491, il est juste là, on va rentrer dedans. Donc /proc /114491, et ici on va avoir pas mal d'informations sur notre service. Donc on a par exemple exe qui contient le binaire qui a été lancé, et on va avoir pas mal d'autres choses, notamment des liens avec la mémoire, maps et mem qui vont être en rapport avec la mémoire. Maintenant les processus, on en a pas mal. On n'a pas que les services en processus, et pour voir les processus on va utiliser la commande ps. Je vais d'abord faire un man sur la commande ps. On utilise à peu près toujours les mêmes options. Moi j'ai l'habitude de toujours mettre les options AUX. Donc juste là, AUX, c'est pour voir tous les processus sur le système en utilisant la syntaxe BSD. Donc je fais ps AUX, on a un état de tous nos processus. Donc là on a pas mal de processus, on voit l'utilisateur qui l'a lancé, on voit les PID, le pourcentage de CPU que ça prend, le pourcentage de mémoire qu'il prend. Ensuite on a d'autres informations dont on va pas s'étendre dessus. Le TTY, donc le terminal sur lequel elle tourne. Les processus ils peuvent avoir plusieurs états, donc ils peuvent être running,
Donc running, ça veut dire qu'ils sont en train de tourner. Ils peuvent être waiting, donc ils sont en attente de quelque chose. Stopped s'ils sont arrêtés. Et zombie. Le cas d'un processus zombie, c'est certains processus sont les fils d'autres processus. Et lorsqu'on tue un processus parent, mais que l'enfant n'est pas tué, on a ce qu'on appelle donc un processus zombie. On voit que le processus avec le PID 1, c'est systemd. Systemd, lui, c'est un démon, donc c'est le système daemon. Il va s'occuper, il va se charger de lancer les autres processus. C'est son rôle. Là, on a pas mal de processus inintéressants là comme ça dans les crochets. Nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est tout ce qui va être en dessous. Donc ici, on a le chemin vers le binaire qui a lancé le processus en question. Et on peut voir qu'il y a pas mal de processus qui sont lancés par l'utilisateur Teki. Et si on va à la toute fin, on voit par l'utilisateur root, on a un processus SSHD. Donc c'est notre fameux démon SSH qu'on a lancé tout à l'heure. Je vais réafficher mes processus. Il faut voir que PSAUX ce n'est pas en temps réel. Donc si un nouveau processus est lancé, il faut relancer la commande pour le voir apparaître. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment tuer un service. Donc c'est pour ça que je vous ai affiché les journaux, parce que je vais tuer le service SSHD. Donc le service SSHD, son PID, il est là, 114491. Donc je vais faire un kill 114491. En faisant ça, la commande va tuer le processus. Évidemment, je n'ai pas les droits vu que c'est un processus qui appartient à root, donc je vais la lancer avec sudo. Ici, tout s'est bien passé. Je vais refaire mon journal CTL. Et juste ici, on voit, donc ça c'est la ligne de tout à l'heure, la ligne à laquelle elle s'était arrêtée, 6 avril 11h33 44 secondes. On voit c'est là qui s'est arrêté tout à l'heure. Started OpenBSD Secure Shell Server. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu un signal 15 et il a terminé le service. Et on voit qu'il a terminé avec succès le service. Qu'il a tué le service avec succès. Alors c'est quoi ce signal 15? En fait, si on regarde la commande kill, on voit qu'elle ne sert pas spécialement à tuer un processus, elle sert à envoyer des signaux au processus. Les signaux, c'est des manières de communiquer avec les processus. On peut faire un kill-l pour lister les signaux. On a tous ces signaux qui sont disponibles. Donc je vais vous en parler de certains. Donc le premier signal, le signal numéro 1, SIG-UP. Celui-là, ça va tout simplement être un signal qui dit que le terminal a été fermé. Le deuxième SIG-INT, ça veut dire que l'utilisateur a pressé CTRL-C, donc qu'il a stoppé le processus. Le troisième SIG-QUIT, ça veut dire qu'il a fait un CTRL-D, donc un quit. Donc c'est ça la différence entre faire un CTRL-C et un CTRL-D pour quitter un logiciel. C'est que dans le CTRL-C, on envoie un SIG-INT, tandis que dans le CTRL-D, un SIG-QUIT. Ensuite, on va voir le 9 qui est un SIG-KILL. Donc là, c'est vraiment pour tuer le processus, pour le stopper totalement. C'est un peu comme faire un clic droit fin de tâche sous Windows. Le 15e, c'est celui-là qui a été envoyé par défaut, c'est le SIG-TERM. Donc ça, c'est pour terminer un programme, un peu de la même manière, hein, c'est pour envoyer un message au programme et lui dire « arrête-toi ». Et l'autre qui est intéressant, c'est le 20, le SIG-STOP. C'est un peu comme si on avait fait un CTRL-Z, c'est-à-dire qu'on avait mis en background, qu'on avait mis en tâche de fond le processus. Donc quand on tue un processus, on peut tout simplement, hop, comme nous dit le man, on peut tout simplement faire un kill, ici mettre le numéro du signal qu'on veut envoyer, et ensuite le PID. En utilisant l'option "-s aussi, on sélectionne les différents signaux qu'on veut envoyer. Maintenant, imaginons qu'on veuille mettre à jour, donc on fait un apt-get upgrade, on veut mettre à jour tous nos paquets. On commence, et là au bout d'un moment on se dit « Ah attends, il faut que je fasse quelque chose ». Donc on peut faire les touches CTRL et Z simultanément pour mettre en tâche de fond ce fameux upgrade. Donc on lui a envoyé un signal, je vous rappelle pour mettre en tâche de fond c'est le SIG-TSTP, donc pour mettre en background, le signal numéro 20. Donc là c'est ce qu'on a fait. Si on fait un PS à UX, on verra à la fin que notre apt-get upgrade, il est encore présent, il est encore là. C'est juste qu'on l'a mis sur pause pour pouvoir faire d'autres choses en attendant. Pour le récupérer, il suffit de faire la commande FG, qui correspond à foreground, pour le reprendre au premier plan. Et
Là, ensuite, donc il était bloqué tout en haut parce qu'il attendait que j'appuie sur Entrée, mais une fois que j'ai appuyé sur Entrée, il a tout repris. Le truc, c'est que quand on l'a mis en arrière-plan comme ça avec un CTRL Z, le processus s'est arrêté, on l'a vraiment mis sur pause. Si on veut le mettre en arrière-plan et qu'il continue à travailler, maintenant, imaginons, je démarre ma commande Python 3. Donc là, je suis dans le prompt, je peux faire du Python comme je veux. Maintenant, je me rends compte qu'il faut que je mette sur pause, que j'ai autre chose à faire, que je dois arrêter de faire du Python. Je peux faire la commande CTRL Z en appuyant sur CTRL et Z. Je stoppe le processus, je mets le processus sur pause. Si je fais un PS AUX, on voit que Python 3 tourne toujours derrière. Alors là, j'en ai plusieurs d'ouverts, ce qui est assez bizarre, mais ce n'est pas très grave. Bref, je mets avec mon CTRL Z, je mets en arrière-plan. Si je fais un jobs, jobs va me lister tout ce qui a été stoppé, tout ce qui a été mis en arrière-plan. Donc on voit qu'actuellement j'ai un upgrade en arrière-plan, j'ai aussi un Python 3 en arrière-plan et un deuxième Python 3 en arrière-plan. Je peux reprendre en faisant foreground, en faisant ma commande FG, donc foreground, je reprends un travail qui est en arrière-plan. On a également la possibilité, imaginons qu'on ait envie de ping une machine, ou même de se ping localement. Tiens, on va se ping localement. Et le ping, il dure autant qu'on veut. Donc il va durer à l'infini. Si on fait le CTRL Z, on l'a mis en tâche de fond, mais il ne continue pas, c'est-à-dire qu'il est vraiment sur pause. Avec le foreground, on le récupère. Il y a une petite chose qui va différer, c'est que actuellement, quand on le met en tâche de fond, il arrête de ping. Imaginons qu'on ait envie qu'il continue de ping. À ce moment-là, si on veut exécuter une commande en tâche de fond, pour pas qu'elle nous gêne dans notre terminal, mais qu'elle continue à fonctionner en tâche de fond, on met le et commercial à la fin de cette commande. En faisant ça, il va lancer la commande, mais nous, on a toujours notre terminal. Le problème avec le ping, c'est que les sorties continuent à s'afficher ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte, il va falloir le tuer. Donc là, j'avais pas mal de choses. À chaque fois que j'ai fait un foreground, je me suis retrouvé sur Python 3 qui était terminé. Ensuite, je me suis retrouvé sur le upgrade. Bref, en faisant plusieurs foregrounds, là, je suis de nouveau sur le ping que j'avais stoppé. Donc ping n'est pas un super exemple finalement pour faire ça. Mais là, on peut faire un ping qui redirige tout ça vers toto.txt, donc vers un fichier, et on laisse tourner en tâche de fond. Donc là, si on regarde toto.txt, on voit il en contient pour l'instant 4. Mais si on l'affiche juste après, il y en a de plus en plus, parce qu'à chaque fois qu'un ping est fait, c'est rajouté dans notre fichier. Évidemment, on peut regarder ce qui tourne actuellement, on voit qu'on a le ping qui tourne actuellement. Il tourne en arrière-plan, il n'est pas sur pause. On peut faire un PSAUX, et là on voit qu'il est ici, donc on va le kill. Voilà. Par contre, il est encore présent dans les jobs, donc là on va faire un foreground. Et normalement, il nous dit il n'y a plus de job, il n'y a plus de processus en arrière-plan. Si on refait un job, il a bien disparu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour la gestion des processus, des services sous Linux. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Amusez-vous bien avec vos démons et on se dit à la prochaine vidéo.